Merci beaucoup, je vous remercie d'être venu pour m'écouter et je vous présenterai aujourd'hui les travaux qu'on a réalisés avec Olivier Gauthier-Lafaille, David Cochard, Antoine Moméran concernant les cristaux photoniques mésoscopiques à autocollimation en incidence oblique. Un cristal mésoscopique est une structure qui permet de guider la lumière sans avoir besoin d'un guide d'onde. C'est ce qu'on appelle l'autocollimation mésoscopique. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques travaux de base sur l'autocollimation, puis je vous présenterai le modèle développé au laboratoire qui permet une étude paramétrique de ce phénomène en incidence oblique. Un cristal mésoscopique est composé d'une alternance d'un milieu homogène haut indice, aussi appelé bulk ou massif, et d'un milieu structuré en cristal photonique. Ce type de structure a été présenté pour la première fois en 2012 et permettent d'utiliser les propriétés de refocalisation de la lumière dans un cristal photonique pour compenser la divergence dans le milieu homogène. La grande avancée de ce papier-là a été de montrer que l'autocollimation mésoscopique était possible même pour les matériaux haut indice. Pour cela, les auteurs ont proposé de quantifier la divergence sur une mésopériode en fonction de ce qu'on appelle la courbure du milieu. Cette courbure du milieu va être calculée en fonction de ce qu'on appelle l'indice de courbure, qui va venir quantifier la convexité ou concavité locale de l'isofréquence et qui permet d'expliquer la convergence ou la divergence d'un faisceau dans un cristal photonique. Malheureusement, cette étude de courbure ne permet pas d'expliquer le mauvais couplage entre l'onde plane incidente dans un milieu homogène et le mode de Bloch respectif dans le cristal photonique, ce qui va entraîner des pertes par réflexion parasite au niveau des interfaces. Le faisceau, au lieu d'être bien collimaté, comme c'est montré ici par une vue en artiste, va s'étaler au cours de sa propagation. Cette équipe a proposé de créer au niveau de chaque interface des demi-trous afin d'adapter au mieux les impédances optiques. À la suite de ces travaux en 2014, une nouvelle approche appelée approche mésoscopique a été introduite. Cette approche consiste à considérer le cristal comme un multicouche. De cette manière, les auteurs ont montré que deux conditions d'antireflet pouvaient s'ajouter à la condition d'autocollimation mésoscopique. Malheureusement, ces travaux ont aussi montré une légère incompatibilité entre l'autocollimation mésoscopique parfaite et le contrôle de réflectivité parfait. Cependant, ces travaux ont montré que l'autocollimation était possible avec un contrôle de réflectivité en interface, comme le montre ce graphique ici, où on voit la distribution de l'intensité d'un champ magnétique au cours de sa propagation au sein d'un cristal mésoscopique. Ce premier modèle présente quelques limitations. Par exemple, il ne prend pas en compte la composante parallèle du vecteur d'onde et donc l'autocollimation d'incidence oblique ne peut pas être modélisée. Deuxièmement, la légère incompatibilité entre l'autocollimation parfaite et le contrôle de réflectivité mène à l'étude de ce type de cartographie pour obtenir les paramètres géométriques du cristal. En code couleur, on peut coder la qualité de notre contrôle de réflectivité. Plus la valeur est sombre, plus le contrôle de réflectivité est précis. Il faut donc venir chercher avec un threshold, une barre d'erreur, les différents points d'intérêt pour élever les paramètres géométriques du cristal. Troisièmement, la limite de ces modèles consiste dans le fait qu'en incidence normale, on se place forcément à l'intérieur du camp de lumière et du coup, pour une propagation en 3 dimensions, les pertes hors du plan vont dégrader fortement les performances du cristal. Puis en 2019, une étude plus approfondie du diagramme de bande de la mésopériode a montré contre toute attente l'existence des directions d'autocollimation suivant des directions arbitraires. L'intérêt de ces directions est qu'elles peuvent se situer en dehors du camp de lumière et du coup, pour une propagation en 3 dimensions, on limite les pertes hors du plan. Nous obtenons donc des cristaux photoniques où, pour une incidence oblique,
profil de l'onde reste conservé le long de sa propagation. Malheureusement, cette méthode entièrement numérique propose différents problèmes. Par exemple, le dépliement et le calcul des bandes de la mésopériode est d'autant plus complexe que la géométrie de la mésopériode l'est. Et puis, la détermination des réactions d'autocollimation est déterminée à partir d'un calcul de dérivées d'ordre 3 qui vient rajouter énormément de bruit numérique. Et du coup, il faut venir chercher un peu à la main les différents points d'intérêt et venir les différencier du bruit numérique d'autour. Nous sommes donc donnés comme tâche de développer un modèle simple qui ne fasse pas appel à des calculs numériques complexes qui permettent une conception paramétrique des cristaux à autocollimation mésoscopique en incidence oblique. Pour cela, je vous présente un peu les étapes de raisonnement pour la construction du modèle. Dans un premier temps, nous nous intéressons à garantir une propagation longitudinale à travers toutes les sections du multicouche. Pour cela, nous cherchons les paramètres qui minimisent les réflexions interfaces. Puis, la modulation de l'indice optique à l'interface peut générer des problèmes de diffraction. Nous allons simplifier cette interface complexe à trous par un réseau 1D et chercher ensuite les angles d'incidence maximale qui permettent de minimiser les effets de la diffraction. Pour mener cette étude, nous allons nous focaliser sur la propagation de la phase de l'onde, c'est-à-dire le vecteur d'onde K1 et K2. Puis, à partir des paramètres qui garantissent la transmission maximale à travers chacune des faces, des couches, nous allons chercher ceux qui compensent au mieux la divergence dans le milieu massif avec le cristal photonique. Pour cela, nous étudierons la propagation du vecteur de Poynting. Une difficulté, mais aussi la nouveauté de cette approche, est que dans un milieu anisotrope, tel que le cristal photonique, la phase et l'énergie ne se propageront pas suivant les mêmes directions. Bon, dans un premier temps, nous nous intéressons à la propagation de l'énergie au travers chacune des multicouches. Pour cela, nous cherchons les conditions sur le vecteur Kx, sur les composantes Kx2 et Kx1, qui permettent d'obtenir des couches anti-reflets dans chacun des milieux. En partant d'une longueur de cristal photonique fixée auparavant, nous pouvons calculer les composantes Kx2 dans le cristal photonique qui sont solutions de l'équation d'anti-reflet. Cet ensemble de solutions est représenté par les traits verticaux ici. Puis, nous utilisons la conservation du vecteur Ky à l'interface pour déterminer les longueurs de bulk qui sont solutions de l'équation d'anti-reflet dans le bulk. Et nous calculons aussi les angles d'incidence respectifs. Nous obtenons donc un espace paramétrique à une seule dimension au lieu d'avoir un espace à deux dimensions. Ensuite, en ce qui concerne le phénomène de diffraction, nous calculons en fonction de la période verticale du cristal photonique et de la fréquence réduite l'angle maximal à ne pas dépasser. Cette équation nous permet de réduire davantage le premier ensemble de départ. Cet ensemble le nouvel ensemble est représenté par les traits gras ici. Pour ces points, le faisceau se propage à travers toutes les sections sans avoir des pertes au niveau des interfaces. Nous chercherons les points d'autocollimation juste sur ces quelques points. Pour cela, nous utilisons à nouveau la notion de courbure introduite précédemment et différenciant longueur physique du milieu de la longueur de propagation de l'énergie. Dans le cas d'un milieu homogène, la direction de propagation de l'énergie va être collinaire aux directions de la propagation de la phase. Par contre, dans un cristal photonique, la direction de propagation de l'énergie va dépendre de la forme locale de l'isofréquence. Pour l'instant, seulement la propagation suivant une direction d'autre symétrie a été étudiée. Pour une autre symétrie, l'énergie et la phase vont se propager suivant la même direction. Dans les cas d'une incidence quelconque, la direction de l'énergie sera donnée par la forme de la courbure locale. C'est pour cela que la phase dans le cristal photonique et l'énergie ne vont pas se propager suivant la même direction. Nous tenons compte de cette anisotropie
pour calculer les points qui garantissent une autocollimation parfaite. Bon, je vais vous présenter maintenant la mise en œuvre de ce modèle pour l'illustrer. Du coup, nous commençons par fixer les paramètres du milieu cristal photonique. Nous fixons le nombre de rangées des trous, ainsi que l'indice du milieu dans lequel les trous sont structurés et le rayon. Cela permet de fixer la longueur du milieu cristal photonique et de calculer le diagramme de bande infini, du milieu infini. À partir de ces diagrammes de bande, nous calculons les composantes Kx et les angles d'incidence pour lesquels le cristal photonique se comporte comme une couche anti-reflet et pour lesquels les effets de diffraction sont minimisés. Nous obtenons donc, en fonction de la fréquence réduite, les angles d'incidence respectifs pour chacun de ces points d'intérêt. Ici, nous représentons la limite de diffraction en gris continu à ne pas dépasser. Et si jamais on veut s'intéresser à un problème en 3 dimensions, nous pouvons aussi représenter le compte de la lumière, ici en gris pointillé. Ensuite, à partir de ces points, nous calculons les longueurs de milieu homogènes qui permettent d'obtenir une autocollimation mésoscopique parfaite. Malheureusement, comme ça a été démontré auparavant, ces longueurs de milieu homogènes ne sont pas forcément solution de l'équation d'antireflet. On aura donc des réflexions au niveau du massif et le faisceau s'étalera au cours de sa propagation. J'ai donc décidé, contrairement à ce qui était fait auparavant, de changer l'ordre de priorité. Je priorise l'antireflet parfait sur l'autocollimation parfaite. Pour cela, je m'intéresse à la longueur de bulk la plus proche de l'autocollimation parfaite, mais qui est aussi solution de l'équation d'antireflet. Ce changement de longueur de bulk va introduire une autocollimation plutôt approchée. Afin de quantifier l'impact de ce changement de longueur, je vais comparer la courbure résiduelle avec celle que l'onde aurait eue dans un milieu entièrement homogène. Nous obtenons toujours, en fonction de la fréquence réduite, les longueurs de bulk qui assurent une autocollimation la plus proche de l'autocollimation parfaite et un antireflet parfait, ainsi qu'une quantification de la qualité de notre autocollimation. Je vous présente maintenant un exemple de structure. Pour cela, je veux simuler une propagation d'une source impulsionnelle unidirectionnelle centrée dans un point centré à la fréquence réduite prédite par le modèle, ayant une certaine largeur et un waste, de sorte à ce que l'ouverture numérique de la source ne dépasse pas la limite de diffraction. La figure de droite montre un extrait des quelques mésopériodes du cristal choisi. La propagation va se faire sur 200 A, où A est le paramètre de maille, et ce qui correspond à 14 mésopériodes. Nous observons que le profil transverse de l'énergie reste conservé le long de la propagation. Et puis, nous nous intéressons pour la première fois dans les cas de l'incidence oblique à l'étude de la qualité de notre antireflet. Nous observons sur le graphique de droite, en jaune le spectre de la source, en vert le spectre transmis, en rouge le spectre en réflexion et en noir les pertes latérales. Et en bas de la même figure, nous observons l'évolution du waste de la source en jaune, l'évolution du waste de l'amplitude transmise en vert et le waste du milieu homogène en bleu. Les traits verticaux en violet signalent le point de fonctionnement prédit par le modèle. En bleu, les points de fonctionnement optimal pour lesquels la courbure, le waste en transmission minimale, qui correspond à la cartographie de gauche. On observe qu'autour du point optimal, la transmission est de l'ordre de 90% et le waste passe par un minimum. Cependant, nous avons du mal à différencier le waste homogène du waste transmis et du coup, nous avons du mal à dire que l'autocollimation est réelle. En effet, pour un waste de 20 A, la longueur de Rayleigh est comparable à la longueur de propagation. Je me suis donc intéressé pour une propagation de 1200 A. Nous observons que le profil de l'intensité reste conservé le long de la propagation, alors que pour un milieu homogène, ce profil s'étale. Nous intéressons ensuite au pourquoi de ces transmissions à 90%. Nous pensons que la qualité de notre antireflet est fortement impactée par l'ouverture numérique de la source. Et en effet, lorsque nous étudions le spectre en transmission en fonction de l'ouverture numérique de la source, ou ce qui revient à l'étudier en fonction du waste, nous observons que la transmission passe de 90% pour un waste de 20A à un peu moins de 80% pour un waste de 5A.
Cependant, nous observons aussi que le profil transverse de la source de l'intensité reste plutôt conservé le long de la propagation, et ce, quelle que soit la taille du waste. Puis, nous observons une nette réduction de la taille du waste homogène par rapport au waste collimaté. Et puis, finalement, en ouvrant grand les yeux, on peut observer ici une première réflexion parasite à la première interface et une légère séparation du faisceau due au fait que le long de la propagation, le faisceau va venir se décaler de plus en plus dû au mauvais antireflet. Nous sommes ensuite intéressés à d'autres structures où on a calculé les paramètres qui permettent l'autoclimation mésoscopique pour différents paramètres de cristal photonique. Et on observe que pour ces deux structures, le profil transverse de l'énergie reste conservé le long de la propagation. En conclusion, nous pouvons dire que notre méthode permet une analyse rapide et simple, une analyse paramétrique rapide et simple des structures à autocolimation mésoscopique. Cette analyse prend quelques secondes avec un ordinateur de bureau classique, alors que l'étude d'un seul point par FDTD prend au moins 15 heures sur un multicœur. Puis, quelques ajustements à faire encore au niveau du modèle, ce serait de quantifier l'impact de cette ouverture numérique sur la qualité de notre antireflet. Et je pense que le point le plus important à garder en tête est que, contrairement aux travaux précédents, nous avons montré que la qualité de l'autocollimation ne dépend pas de la minimisation des courbures, mais plutôt de la qualité de notre contrôle de réflectivité. Il ne nous reste qu'à faire la preuve expérimentale sur une technologie basée en membrane GAS que nous avons développée au LAS. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des commentaires?